Donc, les belles preuves que je me suis données, c'est de garder espoir toujours. Ouais. Je crois que je me suis offert de l'espoir à chaque fois et cet espoir, je me le réoffre de manière très différente et je suis heureux de ça. Je suis heureux de m'offrir ça à chaque fois. Tu m'entends bien? Bah oui, je t'entends bien. Je t'entends très très bien. Voilà. Bonjour, bonsoir. Je sais pas quand est-ce que les personnes écouteront cet épisode, donc bonsoir, Damien Maric. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Passez une bonne journée? C'était très sympa cette journée-là. C'est très très sympa. J'ai beaucoup aimé. Puis j'ai pris un temps pour jouer avec un vieil ami. On a joué à Champ d'honneur et c'est très sympa. Ça m'a fait une petite pause. Ah, c'est cool. Ouais, j'aime bien aussi. Je pense que pas du tout le sujet de ce que j'ai préparé et tout, mais je trouve que c'est assez intéressant dans sa journée de pas tout le temps être en mode je travaille, mais aussi d'avoir des moments de jeu, quoi, je trouve. Enfin... Bah, c'était ça juste avant que tu arrives. Ah, trop cool. C'était ma pause. Dans tous les épisodes de Belles Personnes, j'introduis maintenant l'invité avec un texte de gratitude. D'accord. Est-ce que t'es prêt à entendre ton texte de gratitude, Damien? Bah, je veux bien. Je suis prêt, je me prépare. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? C'est quoi cette dernière chose, celle qui a changé ton quotidien, qui a fait un déclic sans précédent? Il y a presque 2 ans, j'ai répondu à la newsletter d'un certain Thomas Burbidge. Je lui ai envoyé un message sur LinkedIn sans aucune idée derrière la tête. Et cette minuscule petite chose a fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneuse et que, entre autres, je travaille avec lui et que je suis, entre autres, devant toi, Damien, ce soir. Mais moi, je ne me rends pas compte de ce que je viens de dire. Cette question, c'est une question que je me pose maintenant et que j'aime poser à mes invités de Belles Personnes. Et elle m'a été, entre autres, inspirée par tes prises de parole, Damien. Que ce soit via la nuit originale, des productions avec La Veillée, ou juste par le fait que tu existes, bizarrement. Ce moment, j'en ai rêvé. Je me suis dit, il n'arrivera jamais, parce que c'est pas possible, c'est pas à me porter. Cependant, j'y suis bien. Oui, j'y suis bien. Et je crois que c'est une bonne façon pour moi de clôturer 2021 et de commencer 2022. Parce que j'ai pris, entre autres, une décision pour 2022. J'ai envie de faire une chose nouvelle chaque mois qui vont arriver en 2022. Parce que c'est kiffant, parce que ça m'apporte des opportunités incroyables. Et c'est aussi pour ça que on est aujourd'hui ce soir ensemble. Alors aujourd'hui, ou plutôt ce soir, j'ai l'honneur d'avoir mon micro Damien Maric, qui a sûrement été derrière plein de choses que vous avez déjà consommées sur Internet. Damien, tu réalises tes rêves, je pense qu'on peut dire ça, pendant que d'autres sont en train d'être millionnaires dans leur tête. Et c'est une belle façon de voir la mise en mouvement, enfin je trouve. C'est une façon de juste faire des choses qui nous font kiffer et qui nous font rêver. Alors Damien, déjà bonsoir, bienvenue. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'était quoi la première chose que tu as voulu faire quand tu étais petit? Oh, j'ai un souvenir très 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 précis de ce moment-là. J'ai 5 ans et demi et passe à la télé Les Dents de la Mer. Et du coup, sur un pile ou face qui a raté, j'ai l'occasion de regarder ce film. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout eu peur du film, du long métrage. Et j'ai été intrigué par la mécanique, par la mise en scène, par plein de choses. Et en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de ne jamais travailler de ma vie. C'est-à-dire qu'en dehors de l'école, il était pour moi une prison, parce que jusqu'à 16 ans, on est en détention, voilà. J'ai compris que je voulais m'amuser et créer, m'amuser, jouer, faire des projets. Et ça a été un déclic. C'est vraiment un déclic très très précis. Et il y a eu un second déclic après, beaucoup plus tard à l'adolescence, où tout à coup j'ai aimé l'école. Quand j'ai compris que après le bac, on pouvait choisir ce qu'on voulait faire, la destination. Et là, à ce moment-là, je me dis mais ça c'est génial parce que je vais pouvoir apprendre des choses qui m'intéressent et qui vont me servir plus tard. Mais avant, entre les deux, il y a eu une période de détention qui était dure. Et j'ai envie de revenir un peu sur ce moment quand tu as vu Les Dents de la Mer. Est-ce que tu en as parlé autour de toi de te dire j'ai pas eu peur et je me suis projetée dans les coulisses de ce que c'était? C'était quoi les regards sur
sur ça? Est-ce que t'en as déjà parlé autour de toi quand t'avais 5 ans? Dès le lendemain, je me souviens, à l'école, j'ai dit, oh, j'ai vu le film, il y avait le requin. Ça m'a impressionné. Et puis surtout, toute la scénarisation. Je sais pas si tu as vu ce film. Pas vu, non. Mais les Dents de la Mer, la scénarisation est vraiment incroyable. La mise en scène est incroyable. Steven Spielberg avait 22 ans à l'époque. Tout le film, le scénario, la mise en scène, les effets spéciaux, la manière dont l'imaginaire va fonctionner, en fait vraiment un chef-d'œuvre. Et c'en est un, parce que du coup, il est considéré comme dans les top 100 des meilleurs films. Et si tu veux, le lendemain, j'en ai parlé, j'ai partagé ça, je me disais, mais c'est incroyable, c'est génial. Les acteurs ont joué, il y a un musicien qui a composé, qui a joué, il y a un réalisateur qui a mis en scène tout ça. Et vraiment, j'en parlais en me disant, j'ai envie de faire la même chose. Et je pense que d'une certaine manière, je le refaisais avec mes jouets. Tu vois, j'avais des personnages, des jouets, des figurines, et je refaisais les scènes en boucle du film. Et moi, ce qui m'impressionne, entre autres, dans ton travail et dans ce que tu fais, etc., c'est qu'en fait, tu as réussi à garder cette envie encore maintenant, ce que je trouve assez fou. Comment ça a été quoi les obstacles qui ont été peut-être des personnes qui t'ont dit non mais c'est vraiment du travail. Est-ce que tu as par exemple l'impression aujourd'hui de travailler quand tu te lèves le matin et que tu vas dans le métro et que tu vas t'as plein de bureaux partout dans Paris, etc. Non. Mais t'as pas l'impression de travailler, et comment tu gères ça Comment je suis arrivé à ça? Comment il y a eu ce switch? Alors, à 12 ans, il y a eu un moment dur, 11-12 ans, je crois. C'est quand j'ai rencontré la conseillère d'orientation, tu sais, c'est un passage moi aussi, un peu obligé. Et Et la première question qu'elle pose, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Il faut savoir qu'à l'époque, mes notes sont catastrophiques. Je suis vraiment mauvais à l'école. Et je dis, j'aimerais écrire des livres, j'aimerais faire des jeux de société, j'aimerais faire des émissions télé, j'aimerais faire des longs métrages, j'aimerais faire des séries télé, des jeux vidéo. Enfin, je donne vraiment plein de choses. Et elle me laisse parler. Et elle termine, au moment où je termine, elle me dit, mais tout ça est impossible. C'est impossible parce que tu ne peux choisir qu'un seul métier. Tu peux pas faire plein de métiers. Donc, on en choisit un. Et ça a été très dur parce que, en fait, c'était un adulte, donc j'avais confiance. Et donc, du coup, quand l'adulte me donne une vision du futur en disant qu'on ne peut choisir qu'un seul métier, tout à coup, je comprends le jeu de cette famille. Le papa qui est la famille boulanger, la famille médecin, la famille ça, et je me dis, mince. Oui, c'est un seul métier. Et ça a été très dur à ce moment-là. Ça a été ce moment qui a été difficile. Et ce moment, au moment où le bac, on peut choisir plein de choses, je me suis dit, en fait, je suis pas obligé de faire que un chemin d'études. Je peux faire une école de cinéma, je peux faire une fac de psycho, je peux faire une école de commerce. Donc, du coup, je me suis dit, oui, je peux faire les trois en même temps. Et ce qui a vraiment été un plus grand déclencheur, ça a été à l'âge de 19 ans, où quelqu'un qui m'était très proche et jeune est mort d'un cancer du pancréas. Cette personne m'avait dit une chose qui m'avait marqué, qui était, tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que maintenant toutes les choses autour de moi comptent. Boire ce jus d'orange, ça a du sens. Pour toi, ça reste qu'un jus d'orange. Respirer tel parfum, pour moi, ça a du sens. Pour toi, ça n'en a pas. Et donc, du coup, de savoir l'heure de sa mort était pour elle une malédiction. Alors que nous, on a aussi une heure, mais on ne la connaît pas. Je suis sûr que si demain, on me disait, voici l'heure de ta mort, je m'empresserais de faire encore plus de choses. Et elle, ça a été l'inverse. Et en fait, je pense que ça a été un très gros déclencheur à 19 ans. C'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, il faut que je fasse des choses. Et ça a été un tournant dans ma vie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais liftier dans un restaurant qui s'appelle Chez la Serre, un très beau restaurant du 8e arrondissement, et en face du Palais de la Découverte. Et à ce moment-là, je me souviens avoir pris une photo en tant que liftier. Tu vois, j'étais liftier avec 2 serveurs. Et en développant cette photo, je me suis dit, là, il y a 2 vies. Il y a celui qui reste, qui est le Damien qui reste, et il y a celui qui part. Et je partais à Los Angeles pendant 2 ans. Et à partir de là, je me suis dit, il y a d'autres vies qui vont se mettre en place. À chaque fois que je prendrais une photo, il y a une autre vie, et encore une autre, et une autre. Et c'était ma manière de créer plusieurs expériences. Vies, Mais je trouve ça intéressant, la phrase, c'était une concert d'orientation, mais moi, je pense que je l'ai entendu par à peu près plein de gens dans mon entourage, de maman, on peut pas tout faire. Ce truc de, mais moi, je voudrais faire ça, maman, on peut pas tout faire. Il faut choisir dans la vie. C'est pas possible. Et je l'entends encore d'ailleurs de personnes qui m'entourent, que je rencontre de temps en temps. Et je trouve ça assez triste parce que, il y a des personnes comme toi ou même comme moi qui ont décidé et qui ont trouvé une voie de, j'ai envie de faire plusieurs choses dans ma vie, etc. Je trouve ça très triste parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas encore assez
ouverts et déconstruits sur pas mal de choses et sur le fait qu'ils ont le droit de faire, et qui du coup restent toute leur vie juste à se dire bon bah du coup bah ouais, on me l'a dit une fois, du coup bah je vais rester dans un métier et dans une chose que je peux faire, quoi. Une croyance, en fait. Ouais. Une croyance. Et vraiment, j'ai cru ça longtemps. C'était très dur. Et je trouve que en tout cas, ça prend du temps. Je pense que ça prend, ça, c'est pas un déclic en claquement de doigts. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça a été pas mal d'inspiration et tout, mais je trouve que c'est peut-être une des choses c'est une des croyances qui peut le plus limiter les gens. Et moi, je me souviens encore une fois, mes parents s'étaient séparés et ma mère venait me chercher. J'étais chez mon père, ma mère venait me chercher et mon père a dit, Diane, elle est très têtue, hein. Et je me souviens encore de cette phrase, Diane, elle est très têtue. Et maintenant, la réponse que j'ai envie de dire, c'est ouais, en fait, je suis pas têtue, je suis déterminée à ce que j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie d'aller au bout de mes idées. Mais je trouve ça très triste de se dire ouais, mais bah une chose, désolée. Et c'est, je dis pas qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, ça peut prendre ça à chacun son organisation, etc. Mais surtout peut-être plusieurs choses sur un temps donné, sur une année donnée, etc. Mais pour les gens qui nous écoutent, vous limitez pas à juste bon bah je vais faire une chose de ma vie parce que c'est facile. J'ai aussi cette phrase de ah mais tu vois c'est plus facile donc ah oui c'est sûr qu'on fait des choses faciles dans la vie. Je pense que si on... Après il y a aussi le fait des fois de faire une chose mais on l'aime tellement cette chose-là, on l'aime tellement que au fond c'est une chose qu'on fera de mieux en mieux. Et on va l'adorer. J'ai autour de moi des gens qui font une seule chose, mais ils sont tellement passionnés que ils vont faire une vie entière autour de cette chose-là et ils vont apporter tellement de choses. Mais ce n'était pas mon destin, moi. Mon destin, j'avais cette incapacité de me dire que j'allais faire qu'une chose parce que, non pas que je m'ennuie vite, mais j'avais besoin de découvrir plein d'autres mondes. Voilà, le monde de la musique, je connaissais pas, le monde de la radio, je connaissais pas, le monde de l'art, je connaissais pas. Toutes ces choses-là m'intriguaient, m'intéressaient. Elle t'intrigue encore? Pardon. Elle t'intrigue toujours encore. Parce que tu vois, par exemple, contrairement à celui qui va faire une chose et qui va vraiment tout découvrir. Des fois, il faut plus d'une vie pour découvrir une chose. La médecine, il faut beaucoup plus d'une vie. On apprend toujours, mais du coup, ça m'intrigue. Toutes ces choses que j'ai pu faire m'intriguent parce que je n'ai que fait qu'effleurer à chaque fois. J'ai fait un projet ou deux autour de ça, mais je suis jamais allé plus loin. Donc du coup, si tu veux, j'ai effleuré, j'ai rencontré des gens, mais des fois, quand je regarde derrière moi, je me demande si c'est vraiment moi qui ai fait tout ça, tu vois, parce que je me dis, mais il s'est passé tellement de choses, tellement de personnes. C'est ce que j'appelle le vertige du chemin parcouru. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, de regarder, de se dire. Bah en plus là on est en fin 2021 et tout. J'avais eu un peu ce sentiment fin 2020 où j'avais listé toutes les choses que j'avais fait et tout, et même là je l'ai refait. Et je me dis, waouh, j'ai fait tout ça en un an, mais normalement on fait ça en 5 ans. Et après, je me retourne et je vois tout ce que j'ai à parcourir encore. Et j'ai pas du tout le vertige de ce que j'ai à parcourir. Enfin, je sais pas ce que tu ressens, mais j'ai pas du tout le vertige de me dire, oh, j'ai tout ça à parcourir, oh là là, j'ai tout ça à faire. Mais plus le vertige du chemin parcouru, de me dire, j'ai fait ça. Et c'est tellement de gratitude aussi de te dire, en fait, des fois on est sur le moment, on réalise pas, on est en mode, bon, je suis dans le travail et dans le processus et dans ce qu'il y a à faire, et tu réalises pas clairement tout ce que tu as pu parcourir en un an, en une semaine. C'est fou, des fois je me rends compte de tout ce qu'on peut faire, mais ouais, ce vertige du chemin parcouru, je trouve qu'il est assez prenant. Bah en fait, celui qui est devant me donne pas le vertige parce que c'est plein de projets de ça, mais c'est comme si tu veux, on avance, on fait un chemin de randonnée, tu vois. Par contre, ce chemin qui est derrière, si on me demandait de le refaire, là, j'aurais très peur. Parce que je me dis, mais attends, il y a tellement de choses qui ont été faites. Je me dis, non, je sais même pas par où commencer, comment, alors que pourtant j'ai l'expérience, j'ai acquis l'expérience, mais il s'est passé tellement de choses que je me dis, je sais même pas quel fil tirer. Moi, j'ai aussi ça avec, je suis bras droit et productrice pour des entrepreneurs et tout, et je vois, il y a des gens qui me posent des questions, comment t'as fait pour faire ça, comment vous avez fait pour créer tel truc? Et je me dis, bah, en fait, si je te donnais la recette magique, si je reprenais les trucs que j'ai fait en un an, etc., cette année, j'ai fait plein de choses et tout. Si je reprenais une des choses que j'ai faites cette année et que je reprenais le même processus, en fait, ce serait pas pareil. Et même si je donnais la recette magique de, bah, j'ai fait telle action, puis telle action, puis telle action, je pense que ce serait pas pareil que de vivre le moment de, il y a 5 mois, j'ai fait tel truc, quoi. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Parce que c'était l'expérience totale de, c'était dans telle émotion, etc. Genre, j'ai fait, je parlais de Thomas tout à l'heure, il a fait un séminaire de 4 jours, et pendant 6 jours, j'étais sur place pour l'aider sur la technique, etc., m'occuper du chat, et même en me rappelant tout ce que j'ai fait, je me rappelle pas de l'émotion et de l'expérience que j'ai pu vivre, de me dire, c'était lourd émotionnellement, c'était beaucoup de travail, et j'étais dans plein d'émotions en même temps, donc c'était assez fou, mais ouais, c'est assez déstabilisant, je trouve. À refaire, à repenser, des fois on se dit, voilà, c'est presque plus simple d'avancer et de faire des choses de plus en plus compliquées que de refaire. Exactement. Que de refaire. De level up sur les projets que tu fais que de dire et si je refaisais exactement la même chose, quoi. Alors, ouais. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Il peut ne pas y en avoir, hein. Si, il y a eu beaucoup de conseils. Ou l'un des pires conseils, je cherche le pire. Je cherche le pire. Il y en a eu beaucoup de conseils, de choses où je me suis lancé et j'essaie de trouver celui qui... En fait, il y en a eu énormément de conseils qui étaient pour moi des conseils mais en fait, ils avaient tous un point commun. Tous. C'est que la peur de la personne qui me donnait ce conseil, elle était dans le conseil. C'est-à-dire qu'en fait, c'était non mais tu vas pas aller là-bas, tu vas jamais y arriver, reste là, tu vas pas dépenser cet argent ou cette énergie pour faire ça. Et en fait, c'est la limitation que la personne pouvait avoir qu'elle essayait de me transmettre, tu vois. Je voyais vraiment un mur devant elle qui disait c'est impossible. Et donc le conseil qu'elle essayait tu vois de me transmettre, c'était vraiment sa peur, son anxiété, son angoisse si elle était amenée à faire ce genre de choses. Et vraiment quand j'y repense, je me dis c'est terrible parce que quand tu as fait le projet derrière, la personne pourrait se dire ah mince, mais en fait t'avais raison, parce que ça aurait été en fait si tu veux, ça aurait été le fait de se dire tu vois le conseil aurait été presque annulé en disant ah mais t'as eu raison, attends je vais m'engouffrer. Ce qui était d'autant plus dur pour moi, c'est d'entendre ah mais en fait t'as eu de la chance. Et ça je pense que c'était encore plus terrible, c'est-à-dire que si la personne ou les personnes que je croisais qui me disaient tu n'y arriveras pas ou t'es trop loin ou t'as pas l'expérience ou tu n'as jamais fait ça, c'est si la personne aurait de dire ah mais attends tu l'as fait, attends mais je vais copier ton truc parce que je vais y arriver moi aussi, attends je vais me lancer. Non, ça a été ce mot qui est revenu mais tellement de fois, tu as eu de la chance de faire ça, ou il y a eu un coup de bol, t'as eu un coup de bol de rencontrer cette personne, ou t'as eu cette chance. Et je me dis mais c'est que du hasard quoi. Ouais, comme si t'étais du hasard. En fait, c'est comme si je t'avais claqué les doigts et pouf, c'est arrivé. Des doigts. C'est vraiment comme si on disait que chaque année le meilleur joueur de poker était l'homme le plus chanceux du monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, non, c'est vraiment l'homme le plus chanceux du monde. Non, je pense qu'il y a un travail derrière, il y a une prise de risque, il y a un apprentissage, il y a une expérience. Et c'est ça qui, en fait, je pense c'est terrible parce que c'est même pire que ça, c'est que je vais pas dire c'est le pire conseil, c'est la pire réponse après. Parce que le pire conseil, à la limite, je me dis bon, moi, je vois sa limitation. Mais la pire réponse de dire ça a été de la chance, je me dis mais c'est encore pire qu'une limitation. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité pour cette personne de se dire que elle pourrait le faire. Parce que en fait, tout se joue sur un facteur qui est la chance. Parce que c'est pas à sa portée. Que c'est vraiment autant dans le conseil, je vois une limitation, mais qui peut être brisée. Autant dans la réponse de c'est de la chance, je vois pire qu'une limitation. Je vois une impossibilité. Et moi, je le vois aussi dans quand t'as des choses exceptionnelles qui peuvent arriver à une personne. Je vois beaucoup d'entrepreneurs avec des personnes genre, pour l'exemple, donc Thomas et Kylian que j'accompagne aussi, Kylian Talin. Ils sont partis au Canada là en décembre et ils ont réussi à interviewer Seth Godin. On leur a envoyé un mail, enfin un truc fou et tout. Et quand ils ont parlé sur les réseaux et tout, et puis il y a plein de gens qui étaient en mode waouh, trop bien, trop bien, trop bien. Et j'en parlais avec une amie et je dis en fait c'est marrant parce que les personnes qui disent ouais trop bien, c'est des personnes genre hyper connues dans l'entrepreneuriat, mais je suis en mode et du coup vous quand est-ce que vous interviewez telle personne, parce qu'en fait c'est bien de dire ouais trop bien, oh, bravo c'est super franchement, et moi j'aurais jamais osé et tout. Moi je suis en mode et du coup vous quand vous interviewez des personnes connues, quand est-ce que vous osez envoyer un mail à Seth Godin, parce qu'en fait je pense que il y a plein de gens qui attendent aussi
juste de dire moi je le vois aussi. Pendant un moment je faisais pas de contenu, je faisais rien du tout, et il y a plein de gens qui m'ont dit je t'ai pas contacté parce que tu faisais pas d'offres, et j'étais en mode mais en fait rien ne vous empêche de venir me parler et de me demander si vous voulez qu'on travaille ensemble. C'est aussi ça je pense un point commun que je partage avec pas mal de gens et dont toi, c'est en fait la question, est-ce que t'as osé, est-ce que tu t'y es allé, parce que oui, c'est de la chance. Ouais, c'est vrai, c'est de la chance. J'ai répondu à Thomas et il m'a répondu. Mais en fait, la question, c'est est-ce que toi, t'es allé proposer à des gens de travailler avec toi? Est-ce que t'es allé consommer des gens sur Internet? Est-ce que t'es allé leur parler? Parce que c'est sympa de dire, ouais, c'est de la chance, franchement, bravo. T'as sonné à la bonne porte. Franchement, c'était le bon timing. T'es en mode, le bon timing de juste, j'ai fait des trucs et j'ai pas attendu que les gens le fassent à ma place, quoi. C'est ce premier pas. Il peut y avoir des obstacles, des fois c'est plus rapide, des fois, mais c'est ce premier pas. Et c'est ce que je me suis. Après, plus j'ai l'impression en vieillissant, de prendre moins de risques que j'en prenais quand j'étais plus jeune, parce que les enjeux sont peut-être plus les mêmes, mais je me souviens quand entre 20 et 30 ans, je faisais le pas. Pour moi, c'était évident. C'était évident. Et je pense que ça c'est lié aussi à un sentiment peut-être un peu plus d'insouciance, de se dire en fait au pire il me répond pas, genre au pire ça fonctionne pas, tu vois, c'est pas grave. Moi pour ma part c'était un mélange de stupidité et de courage. Oui aussi, voilà. je me disais voilà, je tente, c'est de la stupidité et du courage, mais c'était un mélange des deux, je pense, tu vois, le courage de faire le petit pas et la stupidité des fois d'approcher telle ou telle personne, tel projet de tel angle, mais il se trouvait que des fois la combinaison des deux, la stupidité, tout ça, crée une forme d'insouciance, tu vois, et cette insouciance, des fois, elle était récompensée. Des fois pas, mais il fallait attendre plus longtemps avec l'expérience, et voilà. C'est aussi ce truc de, c'est comme quand on parle de réseau et de pistonnage. Quand on dit, ouais, mais c'était du réseau, enfin, genre, il était pistonné. Oui, tu vois toutes les personnes qui ont réussi à être pistonnées, mais tu vois pas toutes les personnes qui ont pas réussi à être pistonnées et qui ont échoué, entre guillemets. Enfin, je vois pas tous les échecs que j'ai faits. J'ai aussi beaucoup, il y a des choses que j'ai faites et qui pas hyper fier que j'ai pas publié, etc. Bon oui, en fait, spoiler, quand tu oses, il y a une chance sur deux pour que ça fonctionne. Il y a une chance sur deux que ça fonctionne pas aussi. Bien sûr, mais même si ça fonctionne pas, il y a encore une chance sur deux que ça refonctionne derrière, parce que t'as l'expérience en plus, et peut-être moins de chances que ça fonctionne pas que d'une chance. Et le fait de refaire et de refaire et de refaire, pour moi, l'échec c'est presque un bon professeur d'une certaine manière, un bon professeur et le fait de refaire, de réanalyser pourquoi ça n'a pas marché, de recommencer. Et j'ai des projets qui ont mis 5, 6, 10 ans avant de voir le jour, parce que ça ne marchait pas et je refaisais. Et avec l'expérience, des fois la maturité, des fois aussi le bon entourage, les bonnes personnes parce que on se dit toujours qu'on fait les choses, mais il y a vraiment d'autres gens avec nous qui nous accompagnent. Et donc, la bonne équipe, les bonnes personnes, les bons moments, plein de choses font que voilà. Donc au final, l'échec, je me dis, échouer des fois ça a du bon, parce que il y a certains projets que j'ai pu sortir où je me dis mais heureusement qu'il y a eu des échecs avant, parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes et d'améliorer et de comprendre, et voilà. Moi je dis une phrase, je fais plein de choses maintenant avec Marine Roman que j'ai rencontrée durant mes études et tout, et il y a une phrase qu'on aime bien dire, on dit tes plus grands échecs seront tes plus beaux faux rires. Parce qu'on a fait nos études ensemble et puis on a fait des projets de groupe parce qu'on était en études ensemble et que voilà quoi. Et entre autres en deuxième année on devait faire une application et tout, et on était 5, spoiler, on a fait 70% du travail, hein. Ça, voilà. Mais les 70% du travail où on en a chié, où ça nous a agacé, où on a un peu engueulé les personnes qui travaillaient avec nous, maintenant on en rigole beaucoup, et on sait aussi ce que ça nous a appris faut travailler avec les bonnes personnes, des personnes qui sont pas professionnels, qui savent pas se prendre au sérieux, etc. C'est non. Mais ça nous fait bien rigoler aujourd'hui quand on en discute et quand on en parle par moment, on est en mode c'était quand même marrant. Sur le coup, on n'était pas hyper en joie de dire ça, mais sur le recul et avec le recul et tout ce qui s'est passé, en fait maintenant on en est quand même bien contente que ce soit passé, parce que ça nous fait des bons gros fous rires, quoi. Ouais, bien sûr. Et de l'expérience. Ouais, encore une fois, de l'expérience. Donc totalement. La tagline de Belle Personne, c'est « La fierté qu'on éprouve est à la hauteur de la peur qui nous retient ». Ouais. C'est quoi qui te retient encore beaucoup aujourd'hui? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, fut un temps, je n'avais pas de choses qui me retenaient, tu vois. Et bizarrement, aujourd'hui, je suis partagé entre deux choses. La première,
c'est de me dire que je me rapproche plus de la vieillesse que de la jeunesse. Je suis plus proche de la vieillesse que de la jeunesse, tu vois. Je suis vraiment, Oui, ça s'appelle le temps qui passe. le temps qui passe. Donc, du coup, il y a cette envie de faire beaucoup plus de choses, donc d'accélérer. Et ce qui peut me retenir de l'autre côté, c'est l'énergie. L'énergie que je vais mettre dans telle ou telle chose. Peut-être que je le sens plus aujourd'hui que je le sentais hier. Hier, il y a quelques années, je pouvais développer 20-30 projets en même temps. Ouais. Et vraiment arriver à les suivre, à me dire celui-là va sortir, Et à les pas faire celui-là. vraiment bien. Et à les faire petit à petit, voilà. Certains ne sortaient pas tout de suite, il fallait plusieurs années, mais en tout cas, j'arrivais à vraiment, et aujourd'hui, je peux faire beaucoup de projets, mais, dans un secteur. J'essaie j'en fais moins, en fait. Je vais peut-être, tu vois, faire 10 projets. Oui. Parce que l'énergie, et puis aussi l'envie aussi de prendre du temps pour soi. Tu vois, chose que je faisais pas avant. L'envie de se retrouver avec soi-même, de lire un livre, de jouer à des jeux vidéo, de voyager, chose que je faisais par le travail avant, mais je prenais pas le temps pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de temps pour moi. Donc du coup, je vais faire un petit peu moins de projets. Parce que moi, c'est aussi un questionnement que j'ai vraiment beaucoup, de dire, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Est-ce que si je fais moins, je vais pas perdre aussi cette insouciance que j'aime, d'audace, et de dire, et si je faisais ça, genre, jamais fait ça de ma vie. Est-ce que t'as pas peur de perdre ça? Alors, ou est-ce que tu l'as pas? Je suis un peu un tricheur, là, en te disant ça tout à l'heure, pour une bonne et simple raison, c'est que j'en fais moins, mais des projets, c'est 100 épisodes de 100 contenus de choses complètement différentes. Donc ça va être un projet avec une thématique, mais à l'intérieur de ça, je vais avoir 100 contenus différents. Donc au final, c'est comme si je te dis j'en fais 100. Oui, tu vois, voilà. C'est juste faire un projet qui 15, retrouve plein de projets, Voilà. Donc du coup, disons que au lieu à l'époque, je pouvais faire un livre, une BD, un podcast, une chaîne YouTube, un concert et tout ça. Là aujourd'hui, je vais peut-être faire moins de thématiques, mais à l'intérieur d'une thématique, il va y avoir plein de projets. Oui, je comprends. Tu vois, avant il y avait beaucoup de thématiques et pas beaucoup de projets. Enfin, beaucoup de thématiques et moins d'épisodes, j'ai presque envie de dire. Tu vois, je faisais peut-être 5 concerts par an. Là, si je me dis, je me concentre sur les concerts, je vais peut-être en avoir 100, tu vois. Donc, du coup, c'est moins de thématiques, mais plus de projets, plus d'épisodes, plus de projets, plus de contenu. Là où à l'époque, il y avait énormément de thématiques. Pourquoi? Parce que, tu vois, écrire des livres, j'en ai fait 5, je crois, 5 bouquins. C'est un truc qui m'amuse moins, tu vois. Ça prend du temps. C'est trop peut-être encore un ou deux, mais voilà. Des chaînes YouTube, j'en ai fait 7, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu dis bon, si j'en fais encore une de plus, pourquoi pas. Mais c'est tu connais aussi je connais le rouage, je connais le truc, donc je vais peut-être plus aller dans quelque chose que je connais moins. Donc je vais aller dans des projets et c'est bête, mais il y a énormément de thématiques sur cette terre. Il y en a plein de choses, mais du coup ça fait je vais aller sur des thématiques peut-être des fois un peu plus compliquées, plus dures, où il y aura beaucoup plus d'engagement, mais voilà. Je comprends. Voilà. Mais de regrouper et d'aller voir d'autres univers aussi, peut-être, enfin d'autres. Tester d'autres choses, Tester d'autres choses. D'autres univers, d'autres formats plutôt. D'autres formats complètement que je n'avais pas fait avant. Là, je suis sur des formats où je me dis tiens, je l'ai pas fait. Donc, c'est ça. C'est quoi la dernière preuve d'amour que tu as donnée? La dernière preuve d'amour que j'ai donnée, ça a été pardonner. À une personne en particulier? Ouais. Tu peux me raconter en fait, en racontant, je dévoilerai des choses aux personnes qui forcément n'auraient pas forcément envie que ce soit, tu vois, parce que c'est la vie, mais le fait de pardonner était une preuve. Et tu sens que c'était quelque chose de nouveau pour toi de pardonner pas à cette personne, mais en tout cas, tu sens que c'était quelque chose de dur? Disons que je pense que pardonner est une chose très très difficile parce qu'il faut mettre de côté son orgueil, l'ego, beaucoup de choses, et puis surtout aussi de comprendre que voilà, c'est des fois les gens nous font du mal, des fois on fait du mal aussi, et que j'ai pu faire du mal sans forcément le vouloir,
que voilà, et que c'est dans les deux sens. Ouais, je pense que là, une des meilleures preuves que j'ai pu faire, ça a été de pardonner, d'oublier le mal et de se dire ok, allez, on continue. Et c'est quoi la dernière preuve d'amour que tu t'es donnée? La dernière preuve d'amour que je me suis donnée, alors là, il me faut un petit temps de réflexion. De continuer à m'offrir un avenir, je pense. C'est-à-dire que j'ai eu, on a une période qui s'appelle le Covid, hein, qui est pas, oui, c'est vrai, qui est pas terminée, et que je me dis que j'ai eu des opportunités qui se sont présentées et je me suis vraiment offert le fait de les transformer en des projets. Par exemple, juste avant le Covid, il y a eu le Bon Nerd, oui. Tu vois. Et le Bon Nerd, c'était quelque chose que on en avait parlé en 2011-2012. Ah oui, ça date beaucoup, oui. Ouais. C'était une discussion entre Lucien Maine et Pénélope Bagieux. Ok. Et c'était rentré dans mon esprit. Et ensuite, en 2018-2019, on se recroise et je dis, bah, tiens, j'aimerais faire ça. Et puis, on allume une flamme ensemble, juste une petite flamme, tu vois, juste pour voir ce qui va se passer. Et puis, il se trouve que d'un concours de circonstances, cette flamme, elle s'est transformée en un brasier et le projet a eu lieu. C'est tourné en studio, ça a eu 2 ans déjà. Et au moment du Covid, bah, tu vois, ça a été un beau cadeau parce que ça a été 2 ans que j'ai adoré faire. Et puis de là, ça a donné naissance à d'autres choses, à d'autres rencontres et d'autres projets. Donc les belles preuves que je me suis données, c'est de garder espoir toujours. Ouais. Je crois que je me suis offert de l'espoir à chaque fois et cet espoir, je me le réoffre de manière très différente. Et je suis heureux de ça. Je suis heureux de m'offrir ça à chaque fois. Et comment tu vis les moments, j'imagine que tu en as, les moments où tu n'as plus espoir et que tu es un peu au fond du trou? Ça arrive, c'est... Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu... En fait, c'est très bête parce que on pourrait se dire, mais il a fait tellement de projets qu'au final, il claque des doigts, il en fait un autre, il claque des doigts, il en fait un autre. C'est facile. Mais non, au contraire, chaque projet est un défi et il y a des moments de doute. Il y a des moments de doute, des moments où on vit des moments durs, des fois, des moments difficiles. Et j'accueille ces moments. Alors, je les accueille avec tout ce que le présent, le contexte, tout ce qui arrive. C'est-à-dire que ça peut être voilà, je l'accueille et je vis ce moment-là et en fait, c'est un peu comme un deuil d'une certaine manière. À un moment donné, on se réveille, ça va mieux. C'est la même chose. On accueille, il faut l'accueillir, faut pas le rejeter, faut pas essayer de l'ignorer. Enfin, je dis faut pas. Moi, je l'essaye de pas l'ignorer. Chacun fait comme bon lui semble, mais je l'accueille. Voilà, il y a des émotions qui m'enveloppent et puis à un moment donné, ça part. Ouais. Et en fait, quand je regarde derrière moi, je me dis tous ces moments difficiles, quels qu'ils soient, des moments de doute, de peur, d'angoisse, de colère, de déception, tous, et ben en fait, quand je les regarde, je me dis heureusement qu'ils ont existé. Ouais. Heureusement qu'ils étaient là. Heureusement qu'il y a eu ça. Parce que c'est ça qui a fait que des pas se sont faits. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ça et que si ma vie avait été juste un long fleuve tranquille, tu vois, que tout était nickel, je pense pas que j'aurais pu faire tous ces projets-là. Ouais. Je pense que, et puis il y aurait eu aucune saveur. Oui, je pense que dans les, j'aime pas dire les échecs parce que moi c'est pas un échec, c'est plus des obstacles à traverser, des galères un peu. Je pense qu'il y a toujours un peu de bon. Peut-être, je pense qu'on s'en rend pas compte sur le moment et clairement c'est assez compliqué de s'en rendre compte sur le moment. Mais avec le recul et même plein de choses, avec juste en se posant la question qu'est-ce que ça m'a apporté, quelles leçons je peux en tirer. Ça permet aussi de relativiser sur la vie et aussi de juste se rendre compte que en fait tout a une leçon et tout est intéressant aussi à développer pour nous, pour nos projets, pour notre créativité, etc. quoi.
Tu sais, c'est bête, mais j'aurai toujours des doutes toute ma vie, et Et la moi peur, aussi. je pense qu'elle sera toujours là. Mais j'ai toujours considéré la peur comme un moteur. C'est-à-dire comme si, en fait, quand je ressens de la peur en moi, c'est mon corps qui me dit il faut qu'on agisse, Ouais. parce que si on ressent de la peur, ça veut dire que l'état dans lequel on est là, il est pas agréable. Donc soit on n'agit pas et cette angoisse elle va perdurer et on saura jamais, Ouais. soit on franchit le pas. Et je pense que j'ai toujours considéré la peur comme un moteur, parce que déjà petit, même quand j'avais peur du noir ou de quelque chose, et ben il y avait toujours une réaction, soit je fuyais, Oui. soit j'affrontais. Mais dans les deux cas, il y avait une action, la fuite ou l'affrontement. Et le fait de ne pas bouger. Par contre, la peur, elle est toujours là. Parce que si on affronte et il y a rien, bah au final, bah on a réussi. Si on a fui, bah au final, on se sent en sécurité. Dans les deux cas de figure, on a gagné. Mais le fait de ne pas bouger fait que la peur, elle continue, elle continue, elle continue. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit une chose, qui me disait, je crois que c'était ma maman, qui me disait, ce que tu fuis te poursuit, et ce dont tu t'es fait face, c'est face. Alors, je vous ai dit, oui, mais la fuite, c'est quand même aussi des fois bien dans la peur. Mais au final, ça dépend de laquelle, parce que si c'est un souci qui s'installe, le fait de le fuir, il va toujours être là, il sera toujours présent. Or, lui faire face, c'est l'affronter et peut-être le faire disparaître. Ouais. Et j'avais entendu dans un podcast, je sais plus, la méthode que tu donnes pour régler un problème. La méthode que tu donnais, je sais pas. Bah, je trouvais l'idée séduisante, c'est-à-dire de se dire, si tu as un problème, est-ce que tu peux le régler? Alors si tu réponds oui, bah voilà, ça y est, c'est réglé, on n'en parle plus, tu peux le régler, donc fais-le et voilà. Et si à cette question, si tu as un problème, est-ce que tu peux le régler, tu réponds non, j'ai envie de dire, pourquoi s'en faire? Alors tu ne peux pas le régler, donc ne t'en fais pas. Donc dans les deux cas de figure, pourquoi s'en faire? Tu peux le régler, tant mieux. Tu ne peux pas le régler, bah voilà. Ne ronronne, enfin ne reste pas sur ça. Ça va te faire plus de mal. Tu peux pas le régler. Donc accueille ce qui va se passer. Accueille-le. Totalement. Ouais. Et ça permet aussi de, encore une fois, de relativiser. Enfin, je dirais ça tout le temps, mais je pense qu'il faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Je pense que c'est la chose que je répète le plus souvent quand je parle avec des personnes qui vont pas bien. Je dis, est-ce que tu t'es rappelé que t'étais un être humain? Et surtout, pas oublier que première chose, respirer. Truc de con, mais on prend juste le temps pour prendre une grande inspiration et voilà. Et après, juste se poser la question de, bah, en fait, moi, c'est aussi une question que j'aime me poser, c'est, est-ce que dans 5 ans, ça aura encore un impact? Genre, est-ce que ce truc minuscule de truc tout bête, je sais pas, j'ai cassé une assiette, voilà. Est-ce que dans 5 ans, ça aura encore un impact dans ma vie de j'ai cassé une assiette et vraiment je vais pas bien parce qu'il va falloir que je rembourse cette assiette, je sais pas quoi. Et je pense que ça permet aussi de relativiser, de se dire, ouais, bah en fait, dans 5 ans, ça n'aura pas d'impact. Et même à l'échelle de la planète, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a du sens de me prendre la tête pour ce petit truc qui m'est arrivé dans ma vie aujourd'hui? Et ouais, enfin, Enfin, Clovis, quand il a cassé le vase de Soissons, on en parle encore aujourd'hui. Oui, non, mais ça dépend qui on est. Si vous êtes au Ritz et que vous avez cassé une assiette, c'est pas la même chose que si vous êtes chez vous, vous avez cassé une assiette. C'est quoi la dernière chose que tu as faite pour la première fois? La dernière chose que j'ai faite pour la première fois, comme j'en fais beaucoup, je crois que c'est tout à l'heure quand j'ai fait venir quelqu'un ici pour jouer à un jeu à la cafette en bas. Tu vois, c'était une première fois. T'es dans des bureaux et tu fais venir un copain, je pourrais voir la photo, tu vois, alors je l'enverrai, hop, mais tu vois, c'était tout à l'heure, il était 17h44 à 10h, voilà. Parfait. Et on sort un jeu de société. Bah ouais. Voilà. Et ça t'a pris quoi? Bah j'ai aimé ce moment, tu vois, où on s'est accordé ça, quoi. On s'est accordé ce petit moment. De juste aussi. De jeu, passé, et je dis, bah tiens, on va jouer, on se met à la cafette, on fait une partie. Voilà, ce petit moment de liberté a fait du bien, et voilà, c'était une première fois. Ouais. Première fois dans des bureaux sérieux où ça bosse, bah on joue à un jeu de société. Donc c'est une première fois, et c'était exactement il y a 1 heure. T'étais où il y a 10 ans? Alors, j'étais où il y a 10 ans? Je fais un rapide calcul dans ma tête.
non pas de l'âge que j'avais. On est le 30 décembre 2021. Est-ce que je peux regarder dans... Bien voilà, sûr, bien sûr. Je pense que tu vas couper. Donc, on était le 30 décembre... 2020 Bah, il y a 10 ans. Ah, il y a 10 ans, désolé. C'est ce que tu veux 10 ans? Il y a 10 ans. Enfin, on était en 2011. Le 30 décembre 2011. Allez, on y va. Je crois savoir déjà ce que je faisais. Parce que je travaillais avec mes amis Navo et Kian sur Bref. Ah, oui, bah oui, c'est vrai, c'était il y a 10 ans à peu près. Logiquement. Mais on va aller au 30 décembre 2011. On va aller dans cette zone-là pour voir exactement ce que je faisais. C'est ça, la technologie nous permet de voir tous les albums photos. Donc, exactement. je revenais de Los Angeles d'un voyage extraordinaire. Et on était en train de travailler sur Bref. Et le 30 décembre, je vais essayer de remonter. Là, je suis en février 2012. 25 octobre Bref, ça avait 2011. été tourné pendant l'été, c'est ça? Ça a été tourné. Entre autres pendant l'été. Ça a été tourné en l'été 2011. Ouais. Et ensuite, c'était la post-production. Et il y avait la saison un peu 2, deuxième session qui était, alors, je suis en novembre 2011, je regarde, Eh bien, écoute, c'est simple, je tournais Bref, puisque, regarde, 6 janvier 2012, j'étais sur Bref. L'épisode, il s'appelle, donc, dans le studio, des studios de musique de Hélène et les garçons. Donc, c'était vraiment cette période-là, entre novembre et là, je ne vois que des choses autour de Bref. Donc, j'étais sur le tournage de Bref, la seconde session. Qui a été démarrée en décembre, janvier, quoi. Donc voilà, tournage de Bref. Tu dirais quoi au Damien Marie d'il y a 10 ans, donc qui était en train de faire le tournage de Bref? Tu imagines, on a une machine à voyager dans le temps. Ça ne va pas faire de méta bizarre, de si tu dis quelque chose, ça va changer la face du monde. Voilà, c'est exactement ce que j'allais te demander. J'ai dit vraiment, est-ce que ça va avoir un impact sur lui? Parce que là, je veux rien changer. Juste, t'es là, tu es devant lui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Donc on est d'accord, ça change rien. Non, ça ne change rien. Parce que si je dis j'ai confiance et qu'il se met à jouer aux jeux vidéo et que dans le futur je me retrouve mais pourquoi t'as joué aux jeux vidéo? Tu m'as dit pas jouer. Non, ça ne change rien. De continuer de croire toujours, de croire en tout, en toi, en les autres, de croire en ce qu'il y a de bon dans chacun de nous et qu'un projet c'est vraiment une aventure. Et je crois que c'est bête mais 2011 a été une période charnière pour moi. C'est-à-dire que quand tu me dis ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 10 ans, ça a été un tournant. Ouais. Parce que s'il y avait pas eu Bref, il faut savoir que Bref, je sais pas si tu connais l'histoire, mais avec l'accès, ils ont failli m'écraser, tout ça. S'il y avait pas eu Bref, je pense que j'aurais continué une vie avec des petits projets. Ouais. Mais le fait de vivre ça avec Kian et Navo, et tous les copains et tout le monde, le fait de vivre cette expérience, d'avoir une liberté totale pour faire un projet et de voir que les gens, ça les touche. À partir de là, j'avais plus envie de retourner dans une vie normale. Oui. J'avais plus envie de retourner à, ma vie, elle a changé. Il faut savoir qu'à l'époque, et que j'ai toujours, mais j'ai une boîte d'effets spéciaux. Je faisais des effets spéciaux de Bref. Mais à ce moment-là, à la fin de Bref, je me suis dit, mais ma vie, c'est de produire. Oui. Et j'ai envie de faire des produits, et c'est à ce moment-là que j'ai produit, des concerts, des émissions télé, des chaînes YouTube, le comité des reprises avec PV et Wax, la veillée avec Patrick. Ça a été, pour moi, Bref, a été dans ma vie un tournant. Ouais. Un tournant parce que travailler sur un projet comme celui-ci, c'est déjà une liberté artistique totale, c'est être avec des copains tous les jours, c'est de s'amuser. Et on s'amuse et on est payé à s'amuser. Donc ça paraît fou, mais on passe des moments intenses et quand ça se termine, on se dit, mais non, je veux pas que ça se termine, je veux que ça continue. Je veux retrouver les copains. Donc, du coup, on se dit, allez, je vais faire un projet. Puis, il y a eu la dernière série avant la fin du monde, qui était un petit projet. Et puis, à partir de là, on a fait ça très rapidement. Tu vois, en 3-4 mois, je me suis dit, mais j'ai envie de faire des projets, des concerts, j'ai envie, voilà. Et tout est né. Bref, a été dans ma vie un tournant extrêmement important. Kian et Navo de les rencontrer, je pense que ça a été un des moments qui, pour moi, était... et même dans ma vie, dans tout, dans ma vie privée, j'ai commencé à faire des trucs fous, tu vois, j'en parle dans une émission de Thomas Hercouet, mais de demander à quelqu'un que je ne connaissais pas de partir au bout du monde avec moi pendant un mois dans une maison. Voilà, c'était des choses, j'avais plus de limites. Bref, m'a montré, et c'était fou, mais tu vois, c'était l'histoire d'un gars de 30 ans, qui semblait ne rien faire de sa vie, amoureux d'une vie, tout ça. Et bizarrement, j'avais l'impression que non, en fait. Ce personnage, j'ai l'impression qu'il lui arrivait plein de choses et qu'il se passait plein de trucs. Et j'avais envie de vivre tout ce que j'avais vécu et je pense que ça a enlevé toutes les barrières
qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire vraiment de tout tenter, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, que dans ma vie amicale, de tout lever en fait. Et voilà. Et c'est marrant que tu dises c'est l'histoire d'un mec qui faisait pas rien de sa vie, mais bizarrement derrière une série qui raconte l'histoire d'un mec qui fait pas rien de sa vie, il y a quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et qui font des effets spéciaux et qui réalisent et qui montent et qui créent beaucoup de choses. J'ai regardé je regarde souvent le making of qui avait été fait de Bref et tout. Et quand tu réalises, et j'ai regardé plein d'interviews et tout, mais quand tu réalises tout le travail qu'il y a eu derrière, toutes les anecdotes aussi de tournage, etc. qu'il y a eu, en fait, tu te rends compte aussi que derrière une simple série qui raconte l'histoire d'un mec qui fait pas rien de sa vie, il y a quand même beaucoup de gens qui font et qui produisent et qui se posent la question de oui, mais du coup, quelle couleur, de quel ça, etc. Et c'était à vivre, c'était un des moments les plus qui sera ancré toute ma vie dans mon esprit et dans mon cœur. C'était il y a 10 ans et pour moi c'était superbe. Ce qui s'est passé était sublime. Qu'est-ce que tu dirais au Damien Maric de maintenant? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? La même chose que au Damien Maric d'il y a 10 ans. Ouais, je lui dirais continue à croire, continue de t'accrocher, continue de faire un pas de plus, de créer des projets pour toi, pour les autres, parce que on se dit toujours qu'on fait des projets pour les autres ou pour soi, mais en fait c'est les deux. C'est un des derniers projets que j'ai pu faire, ça s'appelle la théorie de Graham. Oui. C'est une psychothérapie pour moi. C'était des choses que j'avais en moi depuis des années, en regardant des films et c'est à un moment donné, il y avait une accumulation dans mon cerveau. Vraiment, je sentais comme un poids et il fallait absolument que je libère ça. Ouais. Il fallait que ça sorte. Et ce projet, pour le coup, je l'ai d'abord fait égoïstement pour moi. Parce que c'était une psychothérapie. C'est-à-dire que par les films, j'arrivais à me libérer de quelque chose. Et à force, à un moment donné, d'enlever ces poids-là, eh ben, j'ai commencé à le faire après un peu pour le public. Pourquoi? Parce que j'avais presque pas fait, il y a tellement de choses à dire, il y aura beaucoup d'épisodes de la théorie de Graham, mais les choses les plus lourdes, qui me pesaient vraiment, émotionnellement et tout, j'ai pu les sortir de moi. Il y en a encore quelques-uns, mais je pense qu'après, les prochains seront des choses où je me dis, tiens, j'ai vu quelque chose dans un film, j'aimerais vous montrer quelque chose de caché, tout ça. Alors que les premiers, je dirais du premier jusqu'à, allez, encore 2 autres, tu vois, jusqu'au 13-14e, c'est vraiment issu de mon enfance, d'expérience personnelle. D'ailleurs, ça démarre toujours par une petite anecdote que j'ai vécue par le passé, quoi. Et je sais plus. Non, je trouve ça très beau en fait de se dire que le plus important c'est de croire. Non oui, tu parlais des projets à faire pour soi ou à faire pour les autres. Je trouve que c'est hyper important aussi parce que moi je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode mais du coup je sais pas pourquoi je le fais. Enfin, genre ils disent ouais mais j'ai envie que ça plaise à telle personne et telle personne et genre il faut que ce soit un gros projet pour le faire. Voilà, faut que ce soit un gros truc, faut que ce soit vraiment genre faut que je monte le Kilimanjaro et vraiment des fois je suis en mode vraiment, la raison de pourquoi t'as envie de le faire, c'est juste parce que ça te fait kiffer et juste parce que c'est cool de faire ça. Quand je parle de ma relation avec Marine et du fait que je monte plein de choses avec elle et que j'ai envie de construire une maison d'édition et tout avec elle, je dis vraiment, il y a une raison toute simple. Oui, il y a un truc de, oui, on a envie de changer le monde, etc. Mais il y a aussi une raison toute simple, c'est j'adore parler avec Marine et j'adore nos discussions et j'adore faire des trucs avec elle et on se marre trop et chaque fois qu'on se voit, on rigole et on dit des bêtises et on dit des conneries. C'est tout con, mais ça fait aussi partie des raisons de pourquoi j'ai envie de faire des trucs. Et je pense que juste la raison de j'ai envie de faire des trucs, c'est une très bonne raison en soi. Hein. Faire des trucs, puis après tu peux avoir des coups de foudre, aussi, quoi. Des coups de foudre avec certaines personnes. Totalement. Avec Marine, moi je me souviens 2015, j'ai Patrick Beau, ça a été tout de suite, c'était un coup de foudre amical et Patrick. J'étais tellement heureux qu'il me fasse confiance et qu'il me propose la veillée. Et c'est assez marrant parce que peu de temps avant, j'avais enregistré une émission avec Navo qui était mes invités sont mes invités. Oui. Et à la fin de l'émission, j'avais dit, OK, on écrit sur un papier quelque chose qu'on doit faire dans l'année et tout ça. Et moi, j'avais écrit, je voudrais faire un livre avec Patrick Beau. Et au final, on n'a pas fait un livre ensemble, on a fait la veillée ensemble, qui par la suite est devenu un livre, entre autres, et une émission télé, plein de trucs, mais c'est devenu un livre. Et je me dis, au fond, ce petit bout de papier que j'ai écrit chez Navo, en disant, voilà, j'ai fait, ça a envoyé quelque chose dans le futur.
ça a ouvert une voie, quelque chose, et voilà, Patrick il m'a proposé ce projet, j'ai foncé, on a fait la veillée, et puis après voilà, il y a eu tout le reste. Et c'est marrant, j'en parlais avec une autre invitée du podcast, Aïcha, qui est masseuse et médium, entre autres, qui est une personne extraordinaire et qui est très intéressée par les énergies et tout, et qui on parlait de savoir visualiser aussi ses objectifs. Elle me prenait l'exemple de, si t'as envie d'avoir un Oscar, bah visualise-toi, ferme les yeux et visualise-toi en train de faire ton discours de remerciement avec l'Oscar dans la main, etc. Parce qu'en fait, si t'es aussi pas hyper en accord avec le fait, avec la vision que t'as envie d'avoir et avec le projet que t'as envie de faire, bah tu vaincras pas aussi les obstacles qui peuvent y avoir, les galères qui vont potentiellement arriver, les conseils malveillants et mauvais conseils de c'était de la chance, t'y arrivais par le claquement des doigts. Bah en fait, si t'es vraiment aligné avec j'ai vraiment envie de faire ça parce que telle raison, j'ai envie d'y arriver, bah en fait, il y a pas de raison que t'y arrives pas, quoi. Si tu veux, c'est de visualiser, d'imaginer, c'est de sentir déjà qu'on est dedans. Donc du coup, c'est déjà faire un pas. Et après, il y a une chose que je fais très souvent, c'est que si tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Je sais ce que je veux, tu vois, mais je répondrai plus facilement à ce que je ne veux pas. Et je me suis toujours dit, alors après c'est pas forcément peut-être la bonne voie à prendre, mais je me suis toujours dit que quelqu'un qui sait ce qu'il ne veut pas va forcément s'orienter vers ce qu'il veut, car toutes les choses qu'il ne veut pas, quand ça va se présenter à lui, il va dire non, ça m'intéresse pas, et il ira dans la route de ce qu'il veut. Or, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quand les choses qu'il ne veut pas, qu'il souhaite pas avoir, se présentent à lui, il ne sait pas les identifier. Donc ça peut le dévier de son chemin. Et j'ai toujours gardé ça dans ma tête, en fait. Je me suis dit, c'est un peu comme Pinocchio, tu vois. Au final, il sait pas Gontran et l'autre, il sait pas que c'est forcément des méchants, tu vois. Et du coup, il les suit. Or, il sait où il est ce qu'il veut. Et le fait est, c'est que je me suis toujours dit, j'essaye d'identifier ce que je ne veux pas. Et quand ça se présente, parce que des fois, ça se présente, t'as juste à dire non, c'est pas dans et de me remettre dans il y a un truc que j'aime bien, c'est surtout sur les personnes que tu peux rencontrer, etc., des personnes, etc. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est j'ai pas envie que les personnes que j'ai rencontrées et qui ont été peut-être malveillantes avec moi, qui ont apporté des choses mauvaises, j'ai pas envie que ce soit des personnes que je remercie à mon discours de remerciement de je sais pas quand, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Parce que j'ai envie que ce soit des personnes que j'ai aimées et qui comptent pour moi et qui m'ont apporté du positif, que je remercie. Pas que ce soit ah oui, je remercie telle personne qui m'a dit un conseil nul et qui enfin j'ai pas envie que ce soit aussi dans ma route et dans mon chemin. Et bon, après si ça arrive et c'est pas grave, mais je trouve que c'est aussi intéressant de se poser la question de quelle personne j'ai pas envie d'avoir, quelle personne j'ai pas envie d'avoir dans mon entourage, etc. Pas telle personne, mais en termes d'entourage, de sentiments, d'inspiration, etc. Je trouve que c'est aussi une bonne question à se poser. Ouais. Il y a des fois des amis que je crois, ça, ils me disent une question qui a été posée, c'est quelles est les personnes vers qui tu t'orientes? Et des fois, je me dis, des fois, c'est intéressant d'avoir ceux qui t'inspirent et ceux où tu te dis, je veux te challenger, j'ai les dents, je veux y arriver. Et des fois, il y a un challenge qui touche l'orgueil, l'ego. Et des fois, il y a le truc où tu te dis, je tends à l'inspiration. Et des fois, les deux peuvent être intéressants. J'ai vraiment eu des fois où s'il n'y avait pas eu le challenge, je me serais pas surpassé, tu vois. Et le fait de me surpasser, de vouloir faire mieux et qui flattait mon ego, bien sûr. Et ben au final, ça sortit un meilleur produit que si je n'avais pas le challenge, tu vois. Si ça avait été trop facile, peut-être tu l'aurais pas fait. Voilà, ça a été trop facile et voilà. Là, le fait des fois d'avoir les deux, le challenge ou c'est pas que tu jalouses la personne ou que t'envies parce que tu n'as pas sa vie, tu ne connais pas sa vie, mais juste des fois de dire tiens. Voilà. De te dire aussi c'est un truc nouveau que j'ai peut-être jamais fait. Allons-y pour tenter le saut dans le vide, peut-être pas le saut dans le vide, c'est pas un peu peur, mais la marche en plus quoi, et que j'ai jamais monté quoi. Regarde, tu vois, quand ces gens qui te challenge, ça peut être justement ces personnes qui te disent tu vas pas y arriver. Au fond, ils ne l'ont pas fait, mais il y a une sorte de challenge, tu vois. Et du coup, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait, tu vas faire mieux, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais fait. Mais du coup, pour beaucoup, il y a certains, ça peut les décourager quand on leur dit ça, mais dans d'autres, moi en tout cas, ça me crée une petite flamme, une étincelle, et du coup, je sais pas que je vais remercier la personne, mais au fond, il y a une étincelle en plus, tu vois. Mais ce truc de, en fait, si,
en tout cas, moi, je décide que je peux le faire, quoi. Ah, ça a été, voilà, tout bête, à 19 ans, je me souviens quand j'ai eu avoir les droits de Stephen King, Ouais. tu peux pas t'imaginer, j'en parlais très souvent autour de moi, on me disait, mais tu n'auras jamais. Et plus j'en parlais, plus on me disait ça, et plus l'étincelle était de plus en plus fort, en fait. Mais j'ai jamais, après, ça s'est fait par un concours de circonstances. Mais quand le concours est arrivé, je me suis dit, mais au fond, toutes ces personnes, tout ce temps que j'ai pris, ça m'a guidé vers un chemin. S'il n'y avait pas eu cette personne, peut-être que le chemin aurait été différent et je serais encore en train d'essayer d'avoir les droits de Stephen King. Donc, tout a été bon à prendre, en fait. Tout était bon à prendre. Et je pense que c'est aussi une question de kiffer, enjoy the process, soit genre de se dire, en fait, je préfère vraiment limite comprendre et comment poser la question de comment je vais y arriver que plutôt d'y arriver aussi, peut-être. La question. Alors moi, je me suis peut-être jamais posé la question de comment je vais y arriver. Non, mais je pense qu'il y a aussi un truc de genre j'ai trop kiffé me poser la question de comment je vais arriver à trouver cette personne ou à arriver à ce truc. Je pense que c'est pas instinctif. Par exemple, quand on en parlait un peu en off, je disais que j'ai un peu remué vents et marées pour essayer de te contacter, etc. et t'avoir dans mon podcast. Et en fait, j'ai tellement kiffé me dire bon, ça n'a pas fonctionné. Plan B, plan C, plan Z, etc. Et de aussi arriver à se dire bon, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, je vais y arriver. Ouais, là c'était plus parce que j'ai jamais de parcours vraiment tracé en fait. Jamais de parcours tracé, c'est sûr. J'adorerais avoir un GPS où j'ai plus rien à faire. J'ai tiens, je voudrais avoir ça et c'est ça à suivre. Et il y a la formule magique. Non, il y a jamais eu le truc, c'est-à-dire que Stephen King, il y avait pas quand j'ai raconté cette histoire dans la veillée. Quand j'ai eu les droits, c'est le parcours, il est impossible à écrire. C'est vraiment un concours de points de chute qui font qu'à un moment donné, il se passe ça. Si là, on me demandait de faire la même chose, j'irais peut-être au point directement de contacter l'agent et de dire bonjour, pourrais-je avoir Stephen King et jouer à les droits d'eux. Mais à l'époque, j'avais pas cette méthode-là. Donc, il y avait le comment, en fait, j'imaginais plein de possibilités, plein de chemins. Mais au fond, j'y suis allé par un chemin qui était, que je pourrais même pas décrire. Je peux raconter l'histoire, mais le décrire en disant c'est le bon chemin, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Et on reprend notre machine à avancer dans le temps, du coup. Qu'est-ce que tu dirais au Damien de dans 10 ans? Donc, on sera en 2031. J'aimerais lui dire bien joué. Voilà. Bien joué. J'aimerais lui dire bien joué. Continue. Ah, non, attends. J'aimerais lui dire bien joué. J'aimerais lui dire bien joué parce que ça voudrait dire que du coup il a continué à croire que tout est bon et que tout est parfait. Donc j'aimerais lui dire ça, ce serait chouette. Si je lui dis ça, ce serait chouette parce que du coup celui du futur pourrait lui dire à celui du passé qui serait lui continue de croire. Non. Donc, au final, on leur fera une dans 10 ans, on verra. Voilà, ce sera un truc vertueux quoi. Bah oui. Mais au fond, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Quand on a fait avec Navo les invités de mes invités sur mes invités, c'était en 2004. Attends, non, c'était en 2013. C'était en 2013. 2013, déjà ça fait 10 ans aussi presque bientôt, tu vois. Ouais. Dans un an et demi, cette émission est vraiment cool. C'est vraiment dommage que Navo ne la fasse plus. Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis hyper heureux qu'il m'invite. Et tu vois, c'était il y a bientôt 10 ans. Et au fond, j'ai presque fait la même chose qu'on fait là. C'est-à-dire que j'ai écrit sur un papier, j'ai dit voilà, j'espère qu'il se passera ça. Et on aurait pu se dire rendez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au fond, j'aurais dit on l'a fait. On a fait la veillée ensemble. On a fait une émission télé ensemble qui est la veillée sur C8. Après, on a fait le livre ensemble. Puis on fera d'autres projets ensemble. Merci beaucoup. C'était fini. Est-ce que tu veux qu'on parle d'autres sujets Est-ce que voilà, je suis ravi. C'est toi qui me dis. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu veux qu'on aborde Est-ce qu'il y avait des sujets dont tu voulais me parler en particulier? Je réfléchis. On a fait la peur ensemble. On a fait l'espoir. On a fait les gens, les construire avec la chance. On a fait le pardon. On a parlé du pardon. Non mais je pense qu'on a fait vraiment un tour sympa. S'il y a quelque chose au fond, tu me le diras et on fera un truc. Mais je pense qu'on a. Et on a parlé de la croyance, de croire en soi, de croire aux autres, dans les autres, croire en ses projets. Non, t'as raison. On a fait le tour. T'as raison. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir d'être en plus dans les magnifiques locaux de Deezer. C'est pas tous les jours de magie que je viens ici, donc ça fait plaisir.
Pour suivre tout ce que tu fais, je pense que les gens, je mettrai plein de projets que tu fais en ce moment et je pense qu'ils les suivront. Mais en tout cas, j'ai déjà dit en off et tout, mais merci encore pour toutes les choses que tu fais parce que ça m'inspire juste encore une fois, et c'est con de dire ça, mais enfin c'est con, non, c'est pas con, de voir aussi qu'il y a des gens qui font et qui ne se posent plus la question de faire. Je pense que c'est l'une des choses qui m'inspire le plus. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, on se donne rendez-vous dans un nouvel épisode dans 2 semaines.